Donc l'idée là, c'est de vous présenter une étude qu'on vient juste de terminer cet été sur la cible qu'on appelle nous des millennials, donc ceux qui ont eu 20 ans à peu près vers l'an 2000 et qui ont aujourd'hui entre 25 et 40 ans et qui sont souvent une épine dans le pied des assureurs pour savoir comment traiter ce segment stratégique puisque il est moins fidèle, plus churner que la plupart des clients. Donc génération dite Y, hein, donc les millennials. Donc pour nous, c'est la génération née entre 80 et 87. 97, pardon. Après 97, on est sur des jeunes natives qui sont encore trop jeunes pour être étudiés dans un prisme assurantiel puisqu'ils ont encore peu expérimenté l'expérience d'assurance. On met Millennials versus génération X, hein, de leurs aînés ou des boomers, qui ont des comportements assurantiels qu'on connaît assez bien. Et donc on a voulu zoomer avec cette étude sur le segment des millennials, comprendre quels sont un peu leurs drivers, leurs attentes vis-à-vis des assureurs. Donc c'était des questionnaires en ligne, administrés en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et donc avec une recherche d'équipe dans les âges, hein, donc des 25-30 ans, 30-35, 35-40, un peu répartis partout. Et vous voyez, sur ces 4 pays, c'est pas loin de 46 millions d'assurés potentiels. Donc c'est quand même, ça devient une cible importante, presque 12 millions pour la France. Et donc il y a une masse qui devient intéressante pour la considérer comme un segment stratégique. Donc on les a interrogés à la fois sur leur équipement, sur leur rapport vis-à-vis de la mobilité, du logement, de l'épargne, de la santé, sur l'usage des canaux dans la relation client. Donc là, c'est une première donnée sur quel est leur niveau d'équipement. Donc il y a, en fait, ce qui est intéressant et un des enseignements de l'étude, c'est qu'il y a des facteurs déclencheurs de l'équipement. Donc effectivement, le fait d'avoir des enfants est plutôt déclencheur et on va avoir beaucoup plus de taux d'équipement et multi-équipement sur les foyers avec enfants versus sans enfants. Et ce, peu importe l'âge du millénial, qu'il ait 28 ans finalement qu'un enfant ou 38 avec un enfant, on aura à peu près ce même phénomène. Donc c'est le driver enfant, la variable enfant est importante à considérer pour découvrir finalement le millénial et voir quel est son potentiel. Hein, puisqu'on va rechercher, enfin un des dilemmes pour les assureurs sur cette cible, c'est d'arriver à la saturer, à la multi-équiper. Donc si on doit déjà taper dans les 46 millions là, donc ceux qui ont des enfants sont prioritaires. Autre point, c'est sur la CSP. On a aussi un facteur d'équipement meilleur sur les CSP+. Donc là, on retrouve ce côté, j'ai plus de surface financière, plus d'équipement, plus de moyens de transport, plus de logements. Et donc là aussi, c'est un driver fort pour l'équipement versus les CSP dites égales ou moins. Voilà, donc ça, c'est aussi dans les findings. Et on trouve ça peu importe le pays. Là, c'était un Zoom France. Un enseignement d'études aussi, par rapport à d'autres études qu'on a pu mener par le passé, c'est que ce segment des millennials est beaucoup plus prêt à partager ces données que leurs aînés. Et en fait, dans les sondages traditionnels, on a un peu les chiffres inversés, c'est-à-dire plutôt 80% de gens qui ne veulent pas partager leurs données à leur assureur. Et là, c'est à l'inverse. Donc, je pense que c'est la génération, parce qu'ils sont tous équipés de Facebook, très actifs sur les médias sociaux. Et donc, ils sont plutôt habitués déjà à donner un certain nombre d'éléments sur eux-mêmes, de connaissances clients. Et donc, effectivement, pour avoir des tarifs personnalisés sur mesure, pour avoir une expérience personnalisée, ils sont prêts à partager cette donnée. Il y a beaucoup moins de freins. Et donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça pousse demain à faire des modèles plus ouverts, plus coopératifs avec les clients. Ils ont conscience du risque cyber, du risque numérique.
Donc certains sont très vigilants à 35% et 50% pensent qu'il y a un risque même il est contenu. Donc c'est aussi une génération qui est consciente de son empreinte numérique dans sa vie personnelle ou professionnelle, et donc qui peut être plus sensible à l'activation de ce type de couverture de main. Voilà, je note que certains assureurs ont innové sur des produits anti-harcèlement, par exemple, sur les médias sociaux. C'est très certainement une cible qui sera intéressée par ce genre de produit. Et donc, effectivement, 50% de la cible est plutôt appétente à souscrire des offres de type cyber. On a regardé quels étaient leurs rapports aux canaux et au comportement digital. Et en fait, on a analysé pas mal de variables. Et une des variables qui était la plus explicative dans la segmentation, c'était de savoir où ils étaient bancarisés. Est-ce que, alors on parle bien d'assurance, mais néanmoins, puisqu'on a un modèle de relation digitale dans la banque qui est plus intense que dans celui de l'assurance, il nous apprend beaucoup, finalement, de leur caractère, de leur comportement digital. Donc, on a du coup établi une segmentation avec 3 segments. Donc, ce qu'on appelait les clients traditionnels. Donc, ça, c'est des clients qui restent toujours clients des réseaux bancaires traditionnels, hein, donc les Crédits Agricole, Crédit Mutuel, SG, BNP, donc le modèle de la banque à papa, comme on dit. Des clients dits hybrides qui commencent à être 23% en France, et qui, eux, expérimentent à la fois une banque de réseau traditionnelle et une banque en ligne, ou une néobanque comme deuxième fournisseur. Donc, eux, quelque part, ils expérimentent déjà un peu les deux mondes. Et vous voyez, ça, c'est des chiffres quand même assez marquants. 21% en France qui sont dits digital first, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de banque de réseau. Et donc, ils ont passé le cap avec des banques en ligne ou des néobanques. Et un chiffre encore plus important à l'étranger, notamment en Allemagne, 41%, donc le pays de N26. Et finalement, en regroupant les clients comme ça, par la connaissance bancaire, on peut expliquer leur comportement. Et ces comportements qu'on retrouve également pour l'assurance et dans la relation aux différents canaux de l'assurance. Alors, est-ce que ces digital first sont bien répartis sur le territoire ? En France, il y a quand même une corrélation digital first et centre-ville ou grandes agglomérations. Ils sont quand même moins présents en rural. Le segment des hybrides est quand même pas neutre non plus en rural avec 18%, même s'il est aussi plus gros en urbain. Et vous voyez que dans les autres pays que sont l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, c'est plus réparti. Voilà. Donc il y a moins ce gap avec la ruralité qu'on connaît en France. Et donc quelque part le pas est franchi. Et donc c'est intéressant de voir que ce sont des comportements européens et pas que français, et encore plus marqués à l'étranger qu'en France. Donc on devrait aussi rattraper dans le temps. On leur a demandé finalement quels étaient les canaux pour eux privilégiés pour interagir avec leur assureur. Donc effectivement, le rendez-vous en agence reste malgré tout un canal principal qui est connu, qui est peut-être rassurant. Le téléphone est toujours là, le chat en ligne est quand même pas neutre, l'espace client pourquoi pas. Et on voit commencer à apparaître les messageries de type WhatsApp, Messenger ou les rendez-vous visio. Et si on isole de ces clients que les Digital First en moyenne européenne, vous voyez que le rendez-vous en agence baisse un peu, le rendez-vous téléphonique arrive même devant en premier canal, et que les rendez-vous visio ou échanges messagerie et même courriel sont plus importants. Donc on a un facteur x2, x3 sur ces clients-là. Donc c'est des clients qui sont à l'aise avec l'usage des différents canaux, qui sont prêts à tester et à défricher ce mode de relation. Peu importe la segmentation, tous reconnaissent l'importance d'avoir un conseiller. Donc vous voyez 31%, 32%, enfin dans la notation de 0 à 10. Donc il n'y a pas de rejet d'avoir un conseiller en agence, peu importe si j'interagis avec lui
en rendez-vous visio, en rendez-vous téléphonique ou par email. Ça me rassure quand même d'avoir un conseiller attitré derrière. Voilà. Donc un intérêt fort quand même d'avoir une relation humaine, une interaction, puisque les millennials ont quand même sur ces sujets d'assurance, d'automobile, de prévoyance, d'assurance vie d'épargne, besoin de comprendre et de pouvoir dialoguer avec l'assureur sur la complexité des garanties et pouvoir comprendre comment ils sont souscrits. Alors je ne l'ai pas indiqué là, mais on a fait aussi des focus quali et ce côté de prise en compte, de considération et d'importance aux besoins de l'assuré ressort comme étant très différenciant dans la relation avec leurs assureurs. Donc là, on a testé également sur l'univers mobilité plus en détail. Donc 1 sur 2 achète quand même sa voiture au comptant. Pour beaucoup, ils sont aussi sur des véhicules d'occasion, donc avec des tickets moyens d'acquisition de véhicules plus bas. 39% sont quand même en crédit un peu classique bancaire. Et la LOA et la LLD commencent à augmenter. Alors c'est moins fort ces taux de LOA et LLD parce qu'effectivement sur cette cible-là, on a moins de véhicules neufs et c'est généralement plutôt sur les véhicules neufs qu'on a ces modes de financement-là versus le crédit traditionnel. Ils sont assez nombreux finalement à avoir un projet en tête de changement de véhicule et qui est finalement pas mal chez les cadres et pour intermédiaires avec un tiers, même 40% chez les employés et 60% chez les ouvriers au chômage. Donc on a mis retraités, mais c'est l'INSEE, hein, ils ne sont pas retraités. Donc la voiture reste importante, et notamment pour les CSP-, et donc reste quand même un pilier important pour l'équipement des millennials. On a testé également leur appétence à la souscription en ligne. Donc 2/3 pour la France et plus encore pour les autres pays considèrent qu'ils seraient à l'aise avec une souscription en ligne, même si on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même volonté de pouvoir interagir avec son conseiller. Donc le full self-care, on sait en France qu'il est toujours limité à 3-4%. Donc oui, initier et faire un parcours en ligne, mais certainement avec une possibilité d'interaction conseillée sur le chemin. Et vous voyez sur la fidélité, ils sont quand même des cibles assez churners, puisque 34% a déjà changé d'assureur auto en 3 ans et 54% des digital first. Donc c'est aussi la grande problématique qu'ont les assureurs d'arriver à garder ces clientèles en portefeuille, pour amortir les frais d'acquisition, arriver à les multi-équiper. C'est une génération qui est assez transactionnelle et finalement qui va répondre à des sollicitations ou à des recherches de bons plans, mais qui n'est pas forcément dans une relation comme l'est leurs aînés de multi-équipement chez un assureur privilégié. La notion d'assureur principal n'est pas claire dans leur tête. Et donc, ils sont plutôt se dire j'ai un bon parcours, j'ai une bonne accroche, j'ai une bonne offre, ça répond à mon enjeu, et dans ce cas-là, je vais souscrire chez tel ou tel assureur. Donc, l'enjeu du prix reste important. L'assurance, notamment auto-habitation, est vécue toujours comme une contrainte d'équipement. Et donc, finalement, je cherche en tant que foyer à optimiser mon budget assurantiel, comme je le fais pour mes factures d'énergie, d'eau, de gaz, d'électricité. On leur a demandé aussi quels étaient les suppliers, donc les fournisseurs qu'ils trouvaient légitimes pour l'assurance. Évidemment, les assureurs sont légitimes pour faire l'assurance auto, mais pas que. On voit que les banques sont en embuscade et pas si loin finalement que les assureurs traditionnels. Les constructeurs sont parfois même dans certains pays au même niveau que les banques, voire avoir devant. Les startups sont pas mal aussi, les néobanques, les startups de mobilité. Alors les Français sont un petit peu plus prudents que leurs confrères européens, mais quand on est autour de 3, on n'est pas totalement hors jeu. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque part un gage de confiance des millennials vis-à-vis de leur assureur, mais il faut être à la hauteur de cette confiance, de cette exigence. Et si on ne l'est pas, on a des acteurs qui sont en embuscade
pour venir capter votre millennial. Et donc, il y a une exigence de mouvement de transformation pour les assureurs. On leur a demandé également s'ils étaient intéressés par des offres qui combineraient de la mobilité. Donc, évidemment, ça répond plus au segment des digital first. Vous voyez, avec 3/4 d'intérêt, un peu moins chez les clients traditionnels. On a vu qu'ils étaient un peu plus ruraux que nos amis digital first. Mais effectivement, d'avoir des solutions de mobilité multimodales, multi-acteurs, les intéresse. Donc, ils sont plutôt ouverts à avoir une offre de service qui dépasserait la seule assurance automobile, une offre de service plus large, multi-acteurs. Donc là, champ d'innovation pour les assureurs, pour les insurtech et enjeu de coopération. On leur a demandé également plus en détail sur quel type de service en fait ils ont testé ou ils utilisent. Donc c'est plutôt aujourd'hui le covoiturage qui est le service de mobilité le plus plébiscité. C'est pas forcément celui qui fait plus de bruit, mais d'ailleurs les villes vont instaurer des voies de circulation prioritaires pour le covoiturage. Donc là, un sujet de l'utiliser. Donc on connaît bien sûr Blablacar pour des transports variés. Après, il y a le sujet d'avoir les transports au quotidien covoiturés dans les grandes agglomérations qui reste encore un défi. Les vélos partagés, la location de particuliers ou trottinettes viennent bien derrière. On leur a demandé effectivement sur les assurances de type mobilité, qu'est-ce qui pouvait les intéresser. Donc ce côté, avoir des assurances on-off à l'usage les intéresse dans le principe. On commence à les voir émerger, notamment chez des constructeurs auto. Il y a une start-up allemande qui s'appelle Element qui propose ça de plus en plus, ou Telepass en Italie également. Et donc ça, c'est quelque chose qui correspond à l'attente de la génération. Donc bien sûr, les assureurs vont tous pousser des cris d'orfraie parce qu'on n'aime pas assurer pour une période limitée. Donc ça répond bien à des cas d'usage de type location de véhicules sur un temps donné, par exemple. On sait que les résultats techniques sont moins bons que l'assurance à l'année. Mais il y a un côté d'expérience client et de se dire, voilà, le pay-per-use, j'utilise, je paye, c'est quelque chose qui correspond quand même au code de cette génération. L'accompagnement à l'achat-revente du véhicule, reste toujours une expérience pénible d'arriver à revendre son véhicule, à en racheter un. Donc il y a des assureurs, bien sûr, en France qui ont tenté, mais c'est vrai que c'est une expérience qui est très attendue de la part des clients. Donc en disant, aidez-moi à changer mon véhicule, à me garantir la sécurité de ma transaction, à avoir un prix convenable pour le véhicule que je revends ou que j'achète. Et quelque part, l'assureur tiers de confiance dans ce service-là. Ou bien l'assurance sur le véhicule partagé, qui est le troisième item qui ressort, en se disant finalement, demain, je vais de plus en plus partager mon véhicule, peut-être avec d'autres, avec mes voisins, avec des amis. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des assurances un peu innovantes, peut-être facilitées par le smartphone, par le boîtier connecté. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être dans la tête. Après, les assurances vélo électriques, trottinettes sont bien derrière. Voilà, ça donne des indicateurs, bien sûr, de l'appétence potentielle à ces services. On a fait la même chose sur l'univers du logement. On retrouve à peu près les mêmes enseignements que la mobilité. Donc, sur la légitimité des assureurs, c'est à peu près la même chose. Ils ont toujours ce premium avec les banques qui se rapprochent derrière. Là, on a testé les agences immobilières, administration de biens, néobanques, constructeurs de logements, start-up innovantes, oui, ils sont pas mal derrière. Et donc, on est dans le même défi que pour l'assurance automobile. Déjà, il y a un intérêt de plus en plus marqué par d'autres distributeurs que les assureurs pour couvrir ces clientèles sur le logement. Et ils sont effectivement qu'un gage de crédit inférieur, mais pas si loin. Et donc, les meilleurs d'entre eux qui arriveront à proposer une expérience intéressante pour effectivement arriver à avoir des résultats commerciaux assez intéressants. Et les assureurs qui s'endormeraient trop sur leur laurier auraient aussi un risque de se faire contourner par ces acteurs. De même, sur la souscription digitale, on retrouve cette appétence à peu près 2/3 et les mêmes enseignements de churn. Donc, c'est à peu près la même réponse.
même comportement que pour la mobilité, ce qu'on a vu avant. On a gardé cette génération aussi pour son assurance de prêt immobilier où elle le réalisait. Donc effectivement, elle est plutôt plus ouverte finalement que la génération de leurs aînés et plus à utiliser l'assureur ou d'autres acteurs ou les courtiers. Donc une ouverture assez forte, hein, donc une prise de conscience qu'il faut venir optimiser son budget d'assurance et c'est pas forcément chez sa banque préférée qu'on aura les meilleurs coûts. Et puis la loi Bourquin facilite ce changement. Alors on a regardé effectivement sur ensuite où étaient finalement dans cette génération les assurés entre la banque ou l'assurance sur le logement. C'est toujours une question en disant les acteurs bancaires, ils ont quand même un premium puisqu'ils offrent le crédit immobilier. Et on voit que finalement, les assureurs ont plutôt, dans cette génération, une population de locataires et les banquiers un peu plus de propriétaires. Donc effectivement, on retrouve cet effet-là, ce qui est un peu embêtant aussi, puisqu'il y a un effet richesse, bien sûr, quand on est propriétaire versus locataire, et on retrouve ce phénomène dans les différents pays. Donc il y a toujours un premium pour la banque sur ceux qui sont plutôt propriétaires de leur logement, donc qui ont acheté le logement par du crédit. Sur l'épargne, pareil, on a testé de l'appétence aux produits. Donc, quelque part, le produit d'assurance vie est un peu fini. Voilà, c'est un peu de phrase cinglante, mais c'est vraiment le plan d'épargne retraite qui supplante dans la tête des millennials le véhicule, puisque de toute façon, il y a des rendements forcément du fonds euro qui sont assez faibles. Donc, on se projette plutôt sur du long terme. On a bien conscience de cette génération qui aura un trou de couverture sur la retraite. Donc, et en plus, il y a une jolie défiscalisation qui est permise. Donc, pourquoi pas y souscrire? C'est une génération qui est assez joueuse. Alors, c'est le côté un peu gambling de cette génération. Donc, ils ont pour beaucoup des placements en crypto-monnaie. C'est pas forcément de très gros montants, mais ils ont 1 000 euros, 5 000 euros, 500 euros. Mis dans ces monnaies-là pour jouer, pour voir. Il y a un effet générationnel qui est important et ils sont plus conscients de ça que leurs aînés. Voilà, les produits sinon classiques reviennent du coup un peu derrière et sont moins souvent évoqués finalement par ces clientèles. On a testé le NPS qui est plutôt pas mal. Vous voyez, est-ce qu'il y a des différences? Finalement, c'est les clients hybrides qui déclarent le meilleur NPS, donc tout acteur confondu sur l'automobile ou l'habitation. On a présenté ça des assureurs qui nous ont dit finalement c'est peut-être le fait qu'ils expérimentent les deux mondes et qu'ils font du pick and choose entre leur banque traditionnelle, la néobanque, l'acteur en ligne. Enfin, ils font un peu leur marché. C'est peut-être pour ça que le NPS est finalement meilleur, puisqu'ils vont chercher un peu le best practice un peu partout. Et on a toujours un petit recul sur le marché italien, parce qu'ils gèrent un peu moins bien les sinistres sur ce marché. On leur a demandé quels étaient l'assureur idéal selon eux. Donc soit c'était quelque part des noms de marques qui sont venus spontanément, soit ça a été effectivement des affirmations. Donc ça, c'était au niveau européen. Donc évidemment, les trois marques qui sont beaucoup ressorties, c'est Mapfre, AXA et Allianz. AXA Allianz certainement aussi, parce que là, ils ont une entreprise géographique qui est multi-pays par rapport aux autres. Mais c'est intéressant de voir des Ashoka, des Mutua Madrilena, des Linea Directa et MEMA également. Ça peut être aussi des modèles d'inspiration à regarder aussi hors de France, quoi. Et aussi l'analyse des sentiments qu'on a pu faire sur leur verbatim. Donc quelque part, fonction des trois segments, c'est ça qu'il faut retenir, c'est comment cette population n'est pas tout à fait uniforme, donc comment je la gère en fonction de ces trois segments. Les clients Digital First, eux, ce qui les intéresse, c'est un assureur digital qui s'engage, qui offre quand même de l'attention, une promesse de tarifs raisonnables et qui me permet d'effectuer toutes les opérations simplement, immédiatement avec une super app. Grosso modo, c'est mon assureur dans la poche.
Ça ne veut pas dire que j'aurai pas quand même un conseil en visio, que j'aurai pas d'interaction avec un conseiller, mais il doit me promettre une excellence digitale, une profondeur d'actes de gestion importante. Les clients hybrides, eux, c'est le côté rapport qualité-prix, service client de haut niveau. Donc là, on passe notamment aussi du téléphone qui est derrière, la transparence qui ressort. Les clients traditionnels, eux, c'est un assureur qui s'intéresse à ses clients même dans la difficulté. Donc ça, c'est important, l'assureur qui est présent pour les coups durs. Là, on a aussi des clientèles qui sont un peu plus fragiles, un peu plus rurales. Donc ce côté de protection qu'on vient chercher chez l'assureur est important. La reconnaissance également de la fidélité. C'est vrai que ça ressort beaucoup de toutes les enquêtes, les études qu'on peut faire. C'est que les clients ne se sentent pas reconnus dans leur fidélité par rapport à l'assurance. On reconnaît le fait qu'on n'ait pas de sinistre avec le bonus-malus auto, mais le fait de rester et d'être multi-équipé donne pas forcément plus d'avantages que finalement d'aller chasser la prime et d'aller chercher la promotion chez le concurrent et donc de rechallenger quelque part son contrat d'assurance régulièrement. Voilà. Et donc le client traditionnel, bien sûr, il veut son accueil en agence qui est important. On a gardé aussi les mots entre hommes et femmes, ce qui ressortait. Donc effectivement, les hommes, c'est le prix. Il y a un côté assez transactionnel, assez pragmatique. Alors que les femmes valorisent plutôt le côté de répondre à nos besoins, la fiabilité, la transparence, la disponibilité, l'écoute, qui est important plus que le prix. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir qu'on ne valorise pas tout à fait les mêmes items selon les populations. Voilà, donc les grands critères qui ressortent, c'est effectivement comme le prix, les besoins, la disponibilité, honnêteté, transparence qui augmente de plus en plus et qui, à mon avis, sera encore plus fort dans la génération d'après des aides, et service et fiabilité également. Voilà, c'est quand même... on n'utilise pas souvent son assureur, mais quand on l'utilise, il faut que ça marche, il faut que ce soit rapide, efficace, simple d'usage. Et on a testé également du coup l'enjeu sur les valeurs. Et on s'est amusé à mettre le modèle 100% digital versus des valeurs plus traditionnelles. Et c'est quand même ça qui ressort comme étant la première attente. En disant, quelque part, offrez-moi ce large service digital. Et bien sûr que les sujets de soutien international, de RSE, de solidarité et autres, ou d'éthique sont importants. Parce que c'est comme à 3,5, donc c'est assez important de notation. Mais ils viennent un peu derrière. Donc faites tout ça, c'est pas simple. Et on pense que sur ces dimensions de RSE, de transparence, d'éthique, d'intégrité, ce sera encore plus fort pour les générations d'après. Donc là, bien sûr que la plupart des assureurs travaillent ces sujets et après, il faut aussi les valoriser et les incarner. Donc quelque part, aujourd'hui, on est à InsurDay, il y a beaucoup d'InsurTech et elles sont en plein dans ce cœur de cible, c'est-à-dire de proposer un service fluide, facile à consommer, à expérimenter, sans pain point possible dans les parcours. Donc les chantiers ouvrir pour les assureurs ou pour les start-upers, déjà il faut être capable de segmenter cette génération. On a vu qu'il y a ces 3 segments au comportement différencié et donc quelque part de personnaliser la relation, utiliser le bon véhicule de distribution si vous êtes banque de réseau, assureur agent versus assureur direct, voilà, donc il faut un modèle à adapter, bien comprendre qui vous avez en face, comprendre effectivement sa bancarisation est pour moi une source d'argumentaire et on est dans le match banque-assurance, savoir si effectivement il est CSP+, foyer enfant, et on sait que voilà, les potentiels de multi-équipements seront importants parce qu'on peut analyser de temps en temps les portefeuilles de nos clients assureurs et on voit que voilà, ça reste un pain point. La relation omnicanal fluide, donc c'est pas du digital contre tout, c'est bien comment j'articule tous mes canaux sans rupture de la relation, sans rupture de l'information. J'ai initié une demande sur un canal, je dois pouvoir la poursuivre sur un autre sans qu'elle se soit perdue dans une boîte aux lettres d'un gestionnaire sur un site lambda. Voilà, et de pouvoir accéder à cette expertise humaine, pas tout le temps, mais quand j'en ai vraiment besoin sur un moment fort de la relation. Voilà, des sujets d'expérience client différenciante. Donc je veux bien avoir un parcours plus large, mettre de l'IA, mettre de la personnalisation pour avoir quand même un confort d'entrée dans l'assurance, puisque évidemment mettre mes 80 critères de tarification
pour mon assurance automobile, ça m'embête plutôt. Donc, essayer de m'enlever ces pain points. Pourquoi pas construire des parcours clients gagnant-gagnant avec le partage de la donnée. Je crois qu'il y a un acteur de ce matin qui évoquait que justement avec de l'IoT qu'un constructeur, il pouvait, en observant le comportement de route, de circulation de ses assurés au bout d'un an, offrir jusqu'à 15% de réduction sur la prime. Ça peut être gagnant-gagnant de faire ça, ça fidélise, ça apporte quelque chose qui est incomparable sur le marché. Voilà, et donc de ne pas aussi rater les virages de demain et des partenariats possibles à faire avec les constructeurs, les promoteurs immobiliers. Tout le monde s'intéresse à l'assurance, c'est aussi une source de revenus. Donc comment se positionner activement, qu'on soit porteur de risque, courtier ou insurtaker. Voilà. Donc voilà quelques éléments de réponse sur ce segment des millennials. C'est un extrait de cette enquête qu'on a menée donc, durant l'été. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions et je suis à votre disposition pour y répondre. Moi, j'ai fini pour ma part.